Bonjour. Comme d'habitude, je vais reprendre quelques notions de la dernière séance. Donc, on a commencé par la partie concernant la position d'une nappe par rapport à un plan tangent, classification, classification du point elliptique, hyperbolique et parabolique. Alors, on va supposer que vous avez une paramétrisation cartésienne. Ça veut dire quoi, une paramétrisation cartésienne? Ça veut dire que votre sigma, la nappe géométrique, bien sûr, de classe K, bien évidemment, et de K supérieur ou égal à 2 au moins, et euh, est définie par la paramétrisation suivante. Une paramétrisation qui a pour équation Z est égale à F, X, Y. On a supposé l'existence d'un certain point M0. Je m'excuse. Alors, pardon, donc vous avez M0, un point, qui est défini par les coordonnées suivantes. Donc, vous avez x0, y0 et z0 qui est calculé à partir de f, x0, y0. Alors, on a calculé la dérivée partielle qu'on a notée par p, dérivée partielle de f au point x0, y0 par rapport à des rangs de x. On a calculé la dérivée partielle au point x0, bien sûr, y0 pour la variable y. On a calculé r, la dérivée d'ordre 2 par rapport à x au point x0, y0, s, la dérivée d'ordre 2 de f par rapport à x, y, x0, y0. Nous avons calculé t, des rangs au carré de f par rapport à des rangs y carré, x0, y0. Alors, après avoir donc, fait le calcul nécessaire, on a dit que on a arrivé au résultat suivant, le résultat essentiel de cette partie. Alors, on a calculé s carré moins rt et vous avez trois cas. Donc, le premier cas, si vous avez s carré, si s carré moins rt inférieur à 0, alors votre point M est un point elliptique. Deuxième résultat, si S carré moins RT est supérieur strictement à 0, votre point est un point hyperbolique. Alors, si S carré moins RT est égal à 0, M est un point parabolique.
Voilà. Euh, c'est ce que nous avons constaté. C'est ce que vous avez comme résumé de tout ce que nous avons vu par rapport à ce point-là. Alors, on a passé au deuxième point qui est les propriétés métriques des surfaces. Donc, on a commencé à étudier ce qu'on a appelé la première forme quadratique. Première forme quadratique. Alors, on a dit que la restriction à Tm de la forme quadratique phi 1m, c'est ce qu'on appelle par la forme quadratique de façon générale. Phi 1m, donc qui est défini de V à valeur dans chaque V on fait associer la norme de V au carré et qui en principe avec V, V appartient à l'espace ou bien au plan tangent Tm. Alors, on a essayé de retrouver l'expression de phi 1m. Donc, phi 1m s'écrit de la façon suivante. Donc, je vais donner l'expression. Alors, phi 1m, l'expression de phi 1m. Phi 1m appliqué à V, c'est exactement la norme de V au carré. Avec V, on a dit que V s'écrit de la façon suivante. C'est lambda des ronds de n sur des ronds phi plus mu des rangs M sur des rangs V. Alors, donc l'application s'écrit de la façon suivante. Vous avez E lambda carré plus 2F lambda mu plus G mu carré. Avec bien évidemment, nous avons déjà pour dire que avec E c'est quoi? C'est la dérivée de M par rapport à U, mais cette fois-ci en nombre. F égale la dérivée de M sur U, scalaire, dérivée de M par rapport à V, et le G, c'est la norme de la dérivée de M par rapport à la dérivée de V au carré. Alors, nous avons appliqué cette notion pour calculer la longueur d'un arc tracé sur sigma. Donc, la longueur d'un arc tracé sur sigma. Alors, on a dit que la longueur d'arc, ça se calcule. Donc, de la façon suivante, en utilisant la première forme quadratique. C'est l'intégrale de A à B de la racine carrée de E U prime T au carré plus 2F U prime de T V prime de T plus G V prime de T au carré. Voilà, tout cela en racine carrée dt. Alors, comme on a aussi une deuxième application de cette notion, on a essayé de calculer l'aire de sigma. L'aire de sigma, ça se calcule. Donc, on utilise l'aire de sigma. Alors,
L'aire, de sigma, c'est l'intégrale double de la dérivée de x par rapport à u, vectorielle la dérivée de x par rapport à v. Tout cela on nomme du du v. C'est l'intégrale surfacique. Et on a donné quelques exemples, à savoir, entre autres, donc il s'agit d'un exemple de la paramétrisation cartésienne. Alors maintenant, on va passer à l'étude d'un nouveau, une nouvelle, un nouveau, ou bien une nouvelle notion, pardon. Donc il s'agit de sigma. Vous avez ici sigma, une nappe simple de classe CK avec K supérieur et égal à 1, définie par la paramétrisation suivante. Vous avez X, c'est défini de D à valeur dans R3, qu'à chaque UV, on fait associer X UV. Alors, on va commencer par la notion de l'orientation de la nappe. Alors, l'orientation de la nappe, il est défini par rapport à la normale unitaire à la surface. Alors, la normale unitaire à la surface, c'est le vecteur normal unitaire à la surface. C'est aussi celui qui va jouer le rôle de la normale principale par rapport au cours. Nous avons dit que la normale principale permet quand même de définir l'orientation dans notre cours. Par rapport à la surface, c'est pareil, mais sauf que votre curve surface, pour calculer la normale, vous devez calculer ce produit vectoriel. Donc, on désigne par θ, voilà, un difféomorphisme, un changement de paramètre, alors qui est défini d'un D1 à valeur dans D, et qu'à chaque U1, V1, on fait associer UV. Un difféomorphisme défini sur un domaine D1 de R carré dans D. Un changement de paramètre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a défini un certain X1, une autre paramétrisation qui à chaque, définie comme suit. X1 est égal à X rho θ. Voilà, donc une nouvelle paramétrisation, il vient d'être apparaître. Et pour la nouvelle, on essaie de calculer le vecteur normal principal pour la nouvelle paramétrisation. Donc, pour la calculer, vous aurez besoin de quoi? Je dois calculer la dérivée de x1 par rapport à la dérivée de u vectorielle, la dérivée de x1 par rapport à des rangs de v. Et là, on résulte les choses suivantes. Regardez. Donc, la normale principale pour la deuxième paramétrisation. Donc, c'est exactement des rangs de x1 sur des rangs de u1. C'est pas la normale principale, mais c'est le vecteur normal. Des rangs de x1 par rapport à des rangs de v1. Alors, on va développer un petit... On a dit que toute dérivée ou bien tout vecteur, donc cette vecteur-là, c'est un vecteur qui appartient au plan perpendiculaire, au plan tangent, pardon. Donc, c'est pas au plan tangent, mais je dois faire la dérivée par rapport à u, par rapport à nos variables. Comme θ, déjà, il est défini de u1, et chaque u1, v1, on fait associer uv. Donc voilà, donc je vais faire apparaître la dérivée partielle de x par rapport à u. Donc scalaire des rangs de u par rapport à des rangs de u1. Pardon. Donc, je n'ai pas bien expliqué ça. Parce que normalement, vous avez x1, c'est égal à x rho θ. Donc, pour dériver, ça veut dire que je dérive le composé de deux fonctions. Donc, vous avez la dérivée de x1 par rapport à i, c'est la dérivée de x par rapport à la première composante de θ, fois la dérivée de cette composante par rapport à i1 que vous avez.
Et pareil pour l'autre variable qui est V. Donc, on va se comporter de la même manière. Alors, pour calculer ça, donc, c'est exactement, donc, après avoir fait les calculs nécessaires, alors, on trouve que c'est exactement le jacobien de θ au point I1V1 appliqué à NUV. NUV, c'est le vecteur que j'ai défini au début. C'est ce vecteur-là. Alors, il en résulte, voilà, il en résulte normalement le résultat suivant. Donc, on essaie de deviner un vecteur unitaire qui est noté HUV, bon, qui est la normale, qui est la n définie tout à l'heure donc sur le salon. Et voilà, donc c'est un vecteur qui est un invariant géométrique. Ça veut dire qu'il ne dépend pas de la paramétrisation choisie. Donc, le reste invariant dans tous les changements de paramètres de jacobien positif. Donc, le vecteur HIV ne dépend que de l'orientation de sigma définie par la paramétrisation choisie. Et elle se change en son opposé si on change l'orientation de sigma en son opposé. Donc, c'est pareil à ce que nous avons déjà dit par rapport à la normale principale et euh, par rapport à la courbure. Si vous vous souvenez, par rapport surtout, quand on a défini le repère de Freinet, surtout appliquer le repère de Freinet dans le plan. Donc, on a défini nous avons défini le vecteur, le repère de Freinet comme étant le vecteur suivant, c'est M temps 1, et on a dit que, c'est dans R2, ici dans R2, on a dit que temps 1 s'obtient en faisant une rotation de P sur 2 d'auto. Avec tout, c'est la tangente. On a appelé ça, temps 1 est appelé un vecteur normal. Vecteur normal unitaire. Alors, c'est pareil, HUV joue le même rôle, en particulier pour les surfaces. Donc, HUV est appelé vecteur normal en même. Et ce vecteur-là, donc, on a dit que il est, il dépend de l'orientation. Donc, il dépend aussi
Bonjour madame. Madame, nous n'entendons rien. دابا كتسمعوني ايوا vous entendez Oui, d'accord, monsieur. depuis quand vous n'avez pas pu m'entendre تقريبا منين بديتي لا ديفينيسيون منين بديتي كدوي على الغوبير. donc vous arrivez à suivre quand même من هنا ما سمعتونيش من هنا Oui madame, لا غير لا définition الأخرى oui غير لا ديفينيسيون. Je reprends cette définition rapidement. Donc, vous avez ici, on fait la comparaison de deux définitions. La première, c'est la définition de repère de Darboux qui est associée au couple M-temps. Donc, il dépend du point, de la surface et du plan tangent associé depuis le tangent à cette surface au point M. Maintenant, on va définir, donc elle est définie par M top, avec M le point de la surface. Tau, c'est le vecteur appartient au plan tangent. Le H, c'est le vecteur normal que je viens de définir tout à l'heure. Donc, UV est égal à NUV sur la norme de NUV. Alors, nous avons le G, c'est le vecteur, le produit vectoriel de H étant. Alors, par rapport à la deuxième définition, donc il s'agit de repères de Darboux associés à la courbe gamma. Donc, soit gamma, on considère un certain gamma qui est régulier et orienté de classe CP. Orienté, ça veut dire vous avez votre changement de paramètre est toujours croissant. Donc, vous avez S, P de S, une croissant ou décroissante, tout dépend de l'orientation choisie. Vous avez S, P de S, une paramétrisation normale de gamma. Paramétrisation normale, ça veut dire la dérivée de P', la dérivée de P, qui est P', il est donné en moins 1. On appelle le repère de Darboux dans ce cas-là, c'est le repère défini par P de S, taux de S, J de S, H de S. P de S, c'est le point donc, qui définit le point M. Le taux de S, c'est aussi le vecteur tangent. C'est un vecteur qui appartient au plan tangent, M. Le H de S, c'est le vecteur normal et le G de S, c'est le produit vectoriel. Maintenant, donc, je cherche à définir, donc, comme tout autre repère mobile, le repère de Darboux, donc, dispose des formules de repère de Darboux. Alors, étant donné comme suit, quand je dis les formules de repère de Darboux, ça veut dire que je dois chercher la dérivée de chaque composante, du repère, et on va chercher son écriture par rapport aux composantes, au repère elle-même. Alors, on commence par le calcul de d par rapport à ds, dg par rapport à ds et dh par rapport à s. Nous avons généralement, dans ce cas-là, on trouve des matrices qui sont antisymétriques d'ordre 3. Donc, ça veut dire que les composantes, on essaye de définir les trois composantes qui ont dans la partie supérieure, donc triangulaire supérieur de la matrice. Et sur les diagonales, nous aurons que des zéros. Et normalement, dans l'autre partie, il y aura des opposés des valeurs qu'on va chercher. Alors, ces composantes-là, une s'appelle la courbure normale, la deuxième s'appelle la courbure géodésique, la troisième s'appelle la torsion géodésique. On va voir comment peut-on euh, faire sortir ou bien déterminer et calculer ce genre de courbure. Alors, on va désignons toujours par gamma un arc régulier et orienté de classe CP avec P supérieur ou égal à 2, tracé sur CMA, et S, à chaque S, on fait associer P de S, une paramétrisation normale de gamma.
Les fonctions taux et G et A sont de classe CP moins 1 et par suite, ils sont dérivables. Alors, regardez, donc, pour calculer la courbure normale et la courbure géodésique, il suffit de commencer par faire les dérivations. Comme d'habitude, dériver taux carré de S, G de carré de S, H carré de S est égal à 1 et dériver les c'est un repère qui est orthonormal. Donc, on sait très très bien que le produit scalaire de deux vecteurs différents de A 2 il est égal à 0. Donc, je commence par la dérivée de taux carré de S est égal à 1. Donc, dérivée de taux carré de S est égal à 1, c'est donne d de taux sur ds scalaire taux de S est égal à 0. Donc, normalement, la dérivée de la torsion n'a pas de composante sur taux de S. Pareil pour G de S, pareil pour par rapport G de S au carré. Donc, la dérivée de G par rapport à S, scalaire G est égal à 0. La dérivée de G n'a pas de composante par rapport à G. C'est pour cela qu'on a cette antisymétrie des classes de la matrice. Alors, pareil pour H carré, donc aussi D de H, D de S, H est égal à 0. Voilà, donc c'est l'objectif de cette ligne. Par contre, alors quand on prend les dérivés, quand on calcule la dérivée de G par rapport à H, quand on dérive G de S scalaire H de S est égal à 0, on trouve des rangs de G par rapport à des rangs de S scalaire H plus G scalaire des rangs de H sur deux rangs de S est égal à 0. Donc, ceci nous donne une idée par rapport à la dérivée de G par rapport à S, il est porté par rapport à H. Donc, et là, en fait, il a une composante sur H. Donc, cette composante est l'opposé de la composante de D de H par rapport à D de S sur G. Alors, c'est pareil pour la deuxième équation. Donc, je dérive H de S scalaire taux de S est égal à 0. Je trouve D de H sur D de S scalaire taux plus H scalaire D de taux sur D de S est égal à 0. Ça veut dire que D de H sur D de S, il a une composante sur taux. Et cette composante-là, c'est l'opposé de la composante de D de temps sur ds par rapport à H. De la même façon, donc, je calcule la dérivée de temps scalaire de G égale 0. Donc, D de temps sur D de S, elle a une composante sur G qui est l'opposé de la composante de taux de D de G par rapport sur votre projet. Voilà, donc c'est l'idée de la ligne suivante. Alors, la composante de, euh, donc de D de temps sur ds par rapport sur H, qui est égal à moins la composante de D de H sur D de S sur taux. Donc, cette composante-là s'appelle la courbure. Cette équation permet de définir la courbure normale de gamma, qu'on note ρn. Donc, d'où vient la définition suivante. Donc, ρn de S, c'est H scalaire D de taux sur ds.
c'est aussi moins taux scalaire dH sur ds. Alors, cette équation-là permet de définir ce qu'on appelle ρg. C'est la courbure géodésique. Courbure géodésique. Et on a la définition suivante. Alors, ρg, la courbure géodésique de gamma, c'est la fonction ρg définie par ρg est égal g scalaire d de taux sur ds moins taux scalaire dg sur ds. La dernière, voilà, donc cette équation permet de définir le taux de G qui est la torsion géodésique. Et on définit la torsion géodésique de la façon suivante. Donc, la torsion géodésique de gamma, c'est la fonction de G définie par taux de G appliqué à S qui est égal à G scalaire d de H sur ds qui est égal à moins H scalaire dg sur ds. Et maintenant, donc, on définit les formules de Freinet, de Darboux, de Freinet, de Darboux. Ils sont donnés comme suit. Donc, je calcule, dois déterminer d de taux sur ds. Alors, la composante de d de taux sur ds sur h, et elle a une composante, d de taux sur ds, elle a une composante sur h qui est rho n. Et d de taux sur ds, elle a une composante sur g, ce qui est rho g. Donc, je vais écrire rho g G plus rho n H. Alors, pour le D de G sur ds, je dois chercher les composantes. Alors, c'est la composante du D de G sur ds. Il a une composante sur rho G qui est moins rho G, donc avec le signe moins, donc c'est moins rho G. Taux. Et il a une composante sur H qui est la torsion géodésique fois H. Moins la torsion géodésique, moins taux de G, H. Nous avons aussi DH sur DS, la composante sur taux qui est moins rho n taux, et la composante sur G, c'est plus taux G, G. Donc, et voilà votre formule, les formules de Darboux. Alors, nous avons les deux remarques suivantes. La première remarque, si M un point est un point cardinal, est un point simple. Ça veut dire cardinal de P moins 1 M est égal à 1. Alors, rho N, rho N, rho G et taux G
ne dépend pas, ne dépend que de M. La deuxième remarque, alors c'est l'objet de la première remarque. Donc, vous avez si le point M est égal à P de S et simple, le nombre N de S taux J de S et taux J de S ne dépend que du choix du point M sur le support de gamma. Alors, si, maintenant, deuxième remarque. Alors, si P seconde de S est égal à S, est égal à 0, ça veut dire que votre point est un point d'inflexion. Point d'inflexion. Ça veut dire quoi? P seconde de S est égal à 0. Donc, la courbure, elle est égale à 0, bien sûr, par rapport à P de S. Mais aussi, nous avons D de temps. Ici, on représente le D de temps. D de temps par rapport à DS. Il est égal à 0. Par conséquent, s'il est égal à 0, ça veut dire que rho G est égal à rho N est égal à 0. Ça veut dire qu'on a un point d'inflexion. La normale, la courbure normale et la courbure géodésique, il est toujours égal à 0. Ils sont nuls. Donc, c'est l'objet de ce point, ce deuxième point de la remarque. Si le point M est un point d'inflexion de gamma, c'est-à-dire que P seconde de S est égal à 0, on a d d'auto sur ds est égal à P seconde de S est égal à 0. Le rho N et rho G sont égales à 0. La courbure normale et la courbure géodésique sont nulles dans un point d'inflexion. C'est ça la conclusion. Maintenant, donc, on va passer on va passer au calcul de rho N, rho G, taux G, mais cette fois-ci en fonction de repères de Freinet. En fonction de la courbure et la torsion du repère de Freinet. Donc, pour cela, on aura besoin d'un certain sigma de classe CK avec un supérieur égal à 3 et gamma un arc tracé sur sigma de classe CP avec P compris en 3 et K. C'est une courbe tracée, une courbe régulière sans point d'inflexion, ça veut dire votre P seconde, elle est là, elle n'est pas égale à 0. Alors, on note par taux mi, bêta, le repère de Freinet, c'est le repère qu'on a noté. Ici, on a noté, donc il ne faut pas avoir de problème de notation parce que toutes les notations sont permises. Vous avez taux, T ou NB ou bien taux mi, bêta, c'est pareil. Alors, donc, le repère de Freinet de gamma associé à la paramétrisation normale, qui à chaque essence fait associer P de S. Et ρ, et la taux, c'est la courbe et la torsion correspondante. Alors, le vecteur unitaire normal appartient au plan engendré par mi et bêta.
Alors, le vecteur, on a dit que le vecteur normal H appartient au plan engendré par mi et bêta. Il s'écrit de la façon suivante. Donc, c'est H est égal à cosinus de alpha mi plus sinus alpha bêta. Ça veut dire que vous avez le vecteur mi, le plan engendré par mi et bêta. Il est donné comme suit. Bêta. Et voilà votre H et votre alpha. Avec H, c'est cosinus alpha V, sinus alpha plus sinus alpha bêta. Donc, on a dans un premier temps, vous avez le G, le calcul comment? G, on a dit que G c'est H scalaire top. G, c'est H scalaire top. Donc, et on calcule. Alors, c'est sinus alpha mi moins cosinus alpha bêta. Donc, après avoir, donc, en prenant en considération les deux formules, donc vous avez la formule, la première formule, c'est H cos alpha mi plus sinus alpha bêta, G et la formule de G. Donc, on va essayer d'inverser les rôles, ça veut dire de V et bêta, et dans un côté, et le H et G dans l'autre côté. Ça veut dire que je vais écrire les choses en fonction de H et G. Donc, on va appliquer les théorèmes ou bien les théories que vous connaissez. Certainement, je ne sais pas si c'est le théorème de Gauss, ou bien la résolution de Gauss qui permet en fait de passer euh, de vecteurs, d'exprimer les vecteurs V et bêta en fonction de G H à partir de ces deux premières équations. Alors, on va utiliser les formules de repère de ces réfrénés. Je rappelle que le- les formules de ces réfrénés, ça se calcule de la façon suivante. Donc, j'ai la dérivée de la tangente par rapport à S, c'est la courbure fois la normale principale. La dérivée de la normale principale, elle est portée sur la tangente et le binormal. Et la dérivée de binormal, elle est portée sur la normale principale. Alors ici, on a choisi de mettre le moins ici, mais pas dans la troisième équation, mais ça reste la même chose, c'est pareil, parce que l'essentiel, c'est d'avoir une matrice qui est antisymétrique. Alors, on cherche à exprimer des dotants et des S, des G par rapport à des S dans le repère de Darboux. Alors, la première chose à faire, c'est que de chercher, de remplacer la normale principale par son écriture. Rappelez-vous, quand vous avez la normale principale, il doit donner comme suit, par sinus alpha fois G, plus cosinus alpha fois H. Donc, on va la remplacer dans l'écriture de tout à l'heure. On retrouve la chose suivante. Donc, on retrouve que c'est rho de S sinus alpha G plus cosinus alpha de H. Alors, pour la deuxième chose, c'est qu'on va chercher à écrire G, la dérivée de G par rapport à ds dans le repère de Darboux. Alors, d de G par rapport à ds, je reviens à l'expression de G. Alors, c'est sinus de alpha mi moins cosinus de alpha bêta, c'est celui-là. Regardez, donc, c'est cette écriture. Et on dérive cette quantité. On trouve la chose suivante. Donc, moins rho de S sinus alpha taux de S plus cosinus alpha d alpha sur ds moins cos alpha taux de S mi de S plus les composantes sur bêta.
Alors, en remplaçant mi et bêta par leurs expressions, on trouve la fonction suivante. Donc, d de G par rapport à d de S, c'est moins rho de S plus alpha tau de S moins θ moins d de alpha sur ds. Donc, on peut alors en déduire l'expression de d de H à partir de cette écriture-là. Donc, en utilisant le fait que les composants sont imposés dans l'autre côté. Quand on inverse la dérivée par rapport à chaque composante. Donc, nous avons d de rho sur ds est égal à rho sinus alpha g plus rho cos alpha h. Et d de g est donné par cette formule, d de h donné par cette formule. Alors, moyennant les formules de Darboux, donc il s'ensuit que on peut faire sortir quelques éléments de calcul. Alors ici, tout simplement, en passant par en passant à la normale, donc par passage à la normale, on trouve que rho sinus rho J, c'est exactement sinus alpha. Rho sinus alpha. Rho n, c'était exactement rho cosinus alpha. Et θ de G, c'était un moins d de alpha sur ds. Ceci moyennant les formules de Darboux. Pas par passage à la norme, mais exactement, c'est pas par passage à la norme. Mais en principe, c'est en utilisant les formules de Darboux. Donc, nous avons déjà cité. Donc, c'est d de sur ds, c'est rho g hg plus rho n h d de g sur d de s, c'est moins rho g tau plus bien moins traitant de g h. Et d de h, c'est moins rho n tau plus θ de g. Donc, en faisant l'identification par identification, donc, on trouve les éléments suivants. Donc, rho G est égal à rho sinus alpha, rho n c'est rho cosinus alpha, et taux de G c'est θ moins d de alpha sur d. Alors, les formules de tout à l'heure, ces formules-là restent vraies, même si votre point est un point d'inflexion. Ça veut dire que rho G est égal à rho n est égal à rho est égal à 0. On retrouve la même chose. Alors maintenant, une interprétation géométrique de la courbe normale. La courbure normale. Si L est une droite tangente en M à sigma, et si P est un plan perpendiculaire au plan tangent TM contenant L, alors l'intersection sigma intersection P est un arc simple et régulier gamma. Si on désigne par S, P de S, une paramétrisation normale de gamma et M est égal à P de S, alors l'angle alpha de S égale 0 modulo P.
C'est-à-dire que alpha égale 0 ou bien alpha est égal à b et par suite, rho n est égal à plus ou moins rho. On conclut. La valeur absolue de la courbure normale relative à une tangente donnée, L, on a un point M de sigma est égal à la courbure en M de la section de sigma par le plan normal à sigma contenant L. Je passe maintenant à la deuxième forme quadratique fondamentale. Pour la deuxième forme quadratique fondamentale, alors ceci nous permet en fait de calculer la courbe, la courbure normale. Donc, on va voir comme c'est à l'instar de la première forme fondamentale. Elle a des applications de calcul qui sont directes, mais on va voir en particulier quelques éléments pour pouvoir exprimer tout d'abord la forme quadratique fondamentale. Donc, il s'agit de la courbure normale. Vous avez besoin d'une nappe simple, régulière et orientée de classe CK, avec K supérieur ou égal à 2, définie par la paramétrisation suivante. Notre paramétrisation X définie de D à valeur dans R3, qui à chaque UV, on fait associer MUV. Donc, on se propose de calculer la courbure normale de gamma. On a déjà cette, par définition de la courbure normale, nous avons rho n s'écrit de cette façon-là, avec bien évidemment H de S, c'est N U S V S, H U de S V S. H U de S V S, c'est la norme de N U de S V S. Alors, sachant que vous avez déjà le H U de S, donc H U de S V S, pardon, c'est la norme de N U de S V S. Alors, c'est aussi la norme de X par rapport à Y, vectorielle la norme de X par rapport à V. Alors, par le calcul de la première forme quadratique, on a dit que ceci, elle est égale à EG moins F carré.
Alors, j'ai juste fait un rappel rapidement. Donc, après, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons quoi? Donc, ça veut dire quoi que votre H est égal à N I de S sur H, le petit h de S est égal à N U de S sur H U de S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que N, ça s'écrit H fois H fois le vecteur H. Alors, en utilisant le fait que ton scalaire H est égal à 0, on obtient les calculs suivants. Alors, en dérivant, donc vous avez ton scalaire dn sur ds est égal à ton scalaire dh fois h sur ds est égal à h ton scalaire dh sur ds. C'est moins h rho n. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre rho n, la normale, la courbure normale, c'est moins 1 sur h fois ton scalaire dns sur s. Ensuite, donc, ça veut dire que rho n, donc c'est la torsion, la tangente, elle est, pardon, or, vous avez la torse et la tangente, donc c'est la dérivée de P par rapport à S. Donc, elle s'écrit de cette façon-là. Donc, en appliquant les dérivés des composants, donc on a dn s'écrit, on obtient cette écriture de dn par rapport à ds. Alors, moyennant les propriétés du produit vectoriel, il s'ensuit la chose suivante. Donc, Rn s'écrit en remplaçant taux scalaire dn par les écritures données par rapport à dn. Donc, nous avons rho n est égal à L du sur ds au carré plus de m du du sur ds, dv sur ds plus m dv sur ds, le tout au carré. Alors, ça, avec L, c'est 1 sur H déterminant le produit mixte dm, du, dm, dv, d carré m sur du carré de H qui est égal à H scalaire d carré, la dérivée d'ordre 2 de m par rapport à u carré. C'est pareil pour les autres. Donc, nous avons L, M, N. Alors, d'après cette écriture, on voit exactement que le, la deuxième forme quadratique, ou bien, c'est pas la deuxième forme quadratique, mais votre courbure normale ne dépend pas de la tangente. Donc, il ne dépend pas de la tangente. On a un point M de gamma. Euh, donc, ça veut dire qu'il ne dépend pas du vecteur défini qu'on suit. Donc, la tangente P' de S est égal à dérivée de M par rapport à U, dérivée de U par rapport à S, plus la dérivée de M par rapport à V, fois dérivée de V par rapport à S. Donc, votre courbure ne dépend pas de cette écriture-là.
Mais quand on cherche en inverse, donc on suppose que vous avez M0 de sigma et un vecteur V du plan tangent. Alors on peut simplement, on peut construire ou bien on peut trouver un vecteur tangent passant par le point donc du plan tangent à sigma en M0. On peut alors construire un arc régulier gamma de classe U2 tracé sur sigma passant par le point M0 et admettons pour vecteur tangent ce vecteur-là. Donc le vecteur tangent s'écrit de cette façon-là, ça veut dire qu'il sera porté sur le plan tangent. Et en désignant par d du U sur ds, c'est lambda sur V, on a d de V sur ds soumis sur la V. Donc la courbure normale s'écrit de la façon suivante. Rho n, c'est 1 sur la norme de V au carré, fois L gamma après. Donc, rho n, c'est donné comme suit. Alors, en passant à la norme de V, on trouve que phi 1 de M appliqué à V, c'est E lambda carré plus de F lambda mi plus G mi carré. Donc, c'est exactement la première forme quadratique. Donc, d'où la proposition suivante. Alors, soit sigma, une nappe simple régulière de classe séquent, définie par la paramétrisation D, qui est chaque D, on fait associer R3, qui est définie de D à valeur dans R3, qui à chaque UV, on fait associer une UV, et le vecteur V, un vecteur tangent en un point M à la nappe. La courbure normale sera donnée comme suit. Donc, rho n, euh, c'est cette écriture, c'est ce rapport-là. Alors, cette écriture permet de donner une caractérisation suivante, mais en se basant sur le fait que la courbure normale, euh, permet d'avoir la caractérisation suivante. Donc, rho n de V, phi 1 M est égal déjà à L lambda carré plus 2M lambda mi plus N mu carré. Alors, c'est ce qui permet de dire que cette caractérisation, donc, et à chaque V, on fait associer cette nouvelle expression. Donc, permet quand même une forme quadratique qui est indépendante de la paramétrisation de sigma. Et on a posé cette définition. Donc, la définition suivante. Soit M le plan vectoriel tangent à la nappe sigma au point M, on appelle deuxième forme quadratique fondamentale de sigma. Au point M, la forme quadratique phi de M qui est donnée par cette formule. Donc, phi 1M s'écrit de la façon suivante. Vous avez donc phi 1M. Phi 1M. C'est E lambda au carré plus lambda mi, de lambda mi, de lambda mi, F plus G mi carré, et phi 2 de M, c'est L lambda carré plus 2M lambda mi plus N mi carré. Voilà.
Bien, donc, je prends quelques questions si vous en avez, sinon, donc, on prend un peu